À 76 ans, il pourrait avoir envie de ralentir, il pourrait profiter, se mettre en retrait, mais Yann Arthus Bertrand n'envisage rien de tout ça. Photographe mondialement reconnu, réalisateur engagé, militant infatigable, il continue jour après jour à entreprendre, à s'exposer, à chercher comment servir ce en quoi il croit, tout simplement, avec passion, toujours et jamais à moitié. J'ai eu la chance de le recevoir dans cette conversation qui est riche, qui est parfois, vous allez voir, inattendue. On y parle bien sûr d'écologie, d'empreinte carbone, mais aussi de contradiction, et c'est ça qui est intéressant, d'évolution, de réconciliation, parce que Yann Arthus Bertrand ne se pose pas en exemple, il assume ses paradoxes, il assume le fait de ne pas être parfait, celui d'avoir par exemple pendant longtemps parcouru le monde au travers d'un avion pour le photographier, celui de collaborer aujourd'hui avec des grands groupes, parce que c'est là parfois que les choses avancent aussi. J'ai trouvé dans ces mots une forme d'honnêteté intellectuelle qui est vraiment très rare de nos jours, aussi vraiment qui est assumée, et une vision de l'engagement à la fois plus humble et plus pragmatique. Et au passage, anecdote personnelle, Yann vient d'une famille spécialisée dans les médailles de baptême. Pour une joaillière comme moi avec Gémio, ça ne pouvait pas passer inaperçu, vous vous en doutez. Si cet échange vous inspire, qui vous fait réfléchir, qui vous fait peut-être aussi aller contre vos préjugés, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à mon podcast, et puis pourquoi pas à partager cette vidéo qui, je suis sûre, pourra aider beaucoup de personnes. C'est ça aussi qui m'aide à faire vivre ce travail, ce podcast, cette chaîne YouTube. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Yann Arthus Bertrand. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire en temps réel de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et, si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Bonjour Yann. Bonjour. Merci 1000 fois d'avoir accepté cette interview à distance. Nous sommes passés au travers des couacs techniques et donc nous allons pouvoir faire cette magnifique interview que j'attends depuis très longtemps et je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté. Yann, pour commencer, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent connaissent votre travail, mais n'ont peut-être pas encore une grande connaissance de votre histoire. Et donc, je voulais commencer assez simplement par le livre que je suis en train de lire, donc L'héritage d'une vie, qui est votre biographie, autobiographie. Donc, vraiment un récit assez intime, j'ai trouvé, de votre vie. Et je voulais en fait revenir là-dessus, que vous m'expliquiez, quand vous étiez enfant, comment était finalement le contexte de votre famille. J'ai lu donc que vous étiez, on va dire, ce que vous qualifieriez de rebelle, presque même en guerre contre votre propre famille, ou en tout cas, que vous aviez des envies d'ailleurs, des envies de différence. Et donc, j'avais très envie de creuser ce point pour commencer avec vous, que vous me parliez de cette époque et de votre état d'esprit quand vous étiez ado ou enfant. Alors, j'ai eu une famille très aimante, à l'ancienne, parents très cathos, très sérieux, bourgeois, très dans les règles. Et moi, j'étais un gosse qui détestait l'école. Il détestait l'école. Et donc, ça a créé beaucoup de tensions avec mes parents, bien sûr. Je me souviens, ma mère m'a dit, tu te rends compte, tu as fait 14 écoles dans ta vie. Je faisais une école, je me mettais à la fin de l'année dans une autre, et aussi pendant les vacances scolaires pour récupérer. Et en fin de compte, je me battais avec les profs. J'avais une espèce de rage contre l'ordre établi. Puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai dîné avec des copains, et des gens que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Et il y avait 3 personnes qui avaient été en classe avec moi dans des écoles différentes. Et ils me disaient, mais t'étais un gosse invraisemblable. J'étais avec 12 ans et je me battais avec les adultes. C'est un moyen pour moi d'exister, je pense. Et je détestais ce qu'on voulait m'imposer. Je détestais ça. Ça a été ma chance, sans doute. Et c'est pas la chance de mes parents qu'on a beaucoup souffert. Une famille de 6 enfants. Et je m'en veux un peu de ne pas avoir
compris l'amour qu'il me donnait, que je refusais complètement, parce que tout ça passait par l'éducation, ce qu'il fallait faire, travailler, et je détestais ça. Donc je suis parti de chez moi très tôt, et voilà, quoi. J'ai été un gosse dans la rue longtemps, et ça m'a donné aussi sans doute cette... dans ma vie, je passe pas à côté de ma chance. C'est-à-dire que comme tu as 0 diplôme, tu sais pas ce que tu vas faire, et que tu es au quotidien à chercher ta voie, ben, tu passes pas à côté de ta chance. Et là, je pense que la chance, elle passe toujours pour tout le monde. Il y a des gens qui ont peur de la saisir, des gens qui la prennent. Moi, quand la chance passe, je prends des risques, mais je la saisis plein pot. Bon, et ma vie n'est que des rencontres que j'ai, des choix que j'ai faits, souvent compliqués, risqués. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai eu la chance que ça a marché, mais j'ai toujours été un enfant turbulent, qui ne savait pas très bien où il allait, un enfant un peu perdu en fin de compte. Et j'ai vécu une période très trouble entre 18 et 20 ans. J'aime pas en parler, mais j'étais vraiment un gosse dans la rue, quoi. Et c'est à 20 ans où je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami, donc c'est une drôle d'histoire, qui m'a emmené chez elle dans l'Allier. Et là, j'ai vraiment découvert ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de m'intéresser à la nature, aux animaux. C'est elle qui m'a donné certainement ce goût de profond, de savoir où était ma place, quoi, ce que j'allais faire dans ma vie. Et c'est très, je suis très reconnaissant. Elle avait 46 ans, j'en avais 20, et elle m'a fait confiance. Et donc j'ai créé avec elle une énorme réserve zoologique. J'ai vécu pratiquement 10 ans avec elle. Et on était très amoureux. À l'époque, le président, j'avais le même différence d'âge entre Macron et sa femme, mais à l'époque, c'était pas du tout bien vu. Hein. C'était quelque chose de très compliqué. Ouais, ça devait pas être facile. Oui, donc ouais, je me suis fâché avec mes parents, fâché avec mes amis. Bah, après, ça, et mon meilleur ami, on est redevenu meilleur ami par la suite, mais c'était un peu compliqué. Et j'ai passé, ça m'a vraiment formé. C'était une réserve zoologique, hein, donc c'est le contraire de ce que j'aimerais faire aujourd'hui. C'était très grande propriété. On n'avait pas beaucoup d'argent, on ramait, mais quand je suis parti, on avait créé la plus grande réserve, la plus grande activité touristique du centre de la France, donc très intéressant, très important. Et c'est là donc tout est parti. Hein. Je veux dire que ces 10 ans que j'ai passé là-bas ont été très formateurs, voilà, d'avoir des employés, de créer quelque chose, d'élever des animaux. J'ai élevé beaucoup de lions, de jaguars, de tigres. Voilà, c'est l'époque aussi où on n'avait pas cette vision du zoo comme aujourd'hui. Vous pouvez commander n'importe quel animal par Internet. Pas par Internet, parce qu'il n'y avait pas Internet, mais les fameux fax, les fameux papiers fax qui s'effaçaient tout de suite. On faisait un fax et si on gardait 3 jours, c'était un papier thermique qui s'effaçait. Et comme on était spécialisé dans les animaux imprégnés, on m'apportait beaucoup d'animaux qui avaient été importés. Vous savez, à cette époque-là, on pouvait amener une panthère d'Afrique, un chimpanzé. On arrivait, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas les lois qu'aujourd'hui. J'avais récupéré énormément d'animaux apprivoisés, imprégnés, habitués à l'homme, et j'adorais ça. Alors, c'est vraiment une vision que j'ai plus du tout aujourd'hui, mais j'adorais faire ça. Et j'ai élevé beaucoup de cerfs, de biches, de sangliers. Chaque année, les gens nous apportaient des bébés animaux qui avaient été pris dans la forêt avec les biches. Elles abandonnent leur faon. Elles abandonnent pas, mais laissent leur faon pendant une semaine. Voilà, et elles vont le retrouver. Et souvent, les gens trouvaient les fans, les prenaient dans les bras, croyaient qu'ils étaient abandonnés. Donc, on peut pas le remettre en liberté, donc on les élevait. Voilà. Et j'ai gardé une vraie nostalgie, d'ailleurs, de ces animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi, quoi. Que j'ai retrouvé au Kenya par la suite, où les animaux sauvages n'ont pas peur de l'homme. Et on vit ici en France, où tous les animaux sauvages ont peur de l'homme, en fin de compte. Voilà. Donc, c'est difficile d'approcher des cerfs, des biches, des sangliers, à moins de faire de l'affût pendant des heures. Mais c'est une espèce d'harmonie que j'ai retrouvée au Kenya, parce que quand cette histoire d'amour s'est un peu terminée, j'ai découvert ma femme Anne, avec qui je travaille encore. On est partis tous les deux au Kenya. Je me suis dit, j'ai passé à côté de ma vie et je veux devenir scientifique pour étudier les animaux. Et donc, j'ai préparé avec ma femme un doctorat, une thèse sur le comportement des lions au Kenya, très inspiré par bien sûr le travail de Jane Goodall, qui avait fait un livre sur les chimpanzés, qui avait donné des noms aux chimpanzés et non pas des numéros. Là, on parle des années 70, hein, on parle d'un moment où notre vision de la nature est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'anthropomorphisme qui n'était pas accepté par les scientifiques, c'est-à-dire qu'on parlait aux animaux en comparant les qualités humaines et animales.
C'est l'époque où on pensait que les animaux n'avaient pas de sentiments, hein, n'étaient pas intelligents. Enfin, en gros, je joue bref, mais et donc on est parti au Kenya pendant 3 ans, suivre une famille de lions, et ça a été un moment très déclencheur pour moi, parce que de vivre au Kenya, euh, dans une réserve, le Masai Mara, de construire sa maison soi-même, parce que c'est formidable de construire sa maison en bois avec des amis africains, avoir sa famille là-bas, et de vivre dans l'endroit où les animaux n'ont pas peur de l'homme, c'est-à-dire que les antilopes, les lions, les girafes passaient devant la maison, quoi, d'une façon très naturelle. Et j'ai gardé cette nostalgie incroyable de l'animal sauvage qui n'a pas peur de l'homme. C'est pas un animal qui est apprivoisé. L'homme n'est pas un prédateur. L'homme n'est pas un danger. Et ça m'a vraiment formaté sur ma vision que j'ai de la nature aujourd'hui. Et pour gagner ma vie, je suis pilote de montgolfière et j'emmène tous les matins les touristes en ballon, donc je découvre la photographie aérienne. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'avait pas comme aujourd'hui sur nos téléphones la photo de sa maison en aérien, par satellite. La photo aérienne est quelque chose de très nouveau et je me suis aperçu qu'elle était indispensable de mon travail sur les lions, parce que ça me permettait de voir les interactions entre les groupes, de les trouver, notamment de les trouver, parce qu'on n'avait pas de collier radio pour les trouver. C'est ma femme souvent qui le matin partait avec la voiture trouver les lions. Et voilà, et quand on fait une étude, on les suit en permanence, tous les jours, on note ce qu'ils mangent, on note les lions. Je peux vous en parler des heures, parce que j'ai vraiment une affection incroyable pour ces lions, parce que quand on vit avec une famille comme ça de lions pendant 3 ans, on est très attaché à eux, quoi. Il faut savoir que 50% des lionceaux meurent la première année, ou tués par des lions. Je vais vous faire un petit cours sur les lions. Mais, allons-y. Le territoire appartient aux lionnes. Et encore aujourd'hui, 40 ans après, ce sont les descendantes des lionnes qu'on a étudiées, qui sont encore là dans le Masai Mara. Et les lions ne sont que des hôtes de passage qui arrivent, qui se battent pour entrer dans un groupe, et qui après s'installent. Souvent tuent les lionceaux qui existent déjà pour refaire d'autres portées, que les lionceaux soient de leur lignée. Et c'est une vie assez compliquée d'être un lion, hein. C'est vraiment une bagarre pour se nourrir tous les jours, quoi. C'est struggle for survive, hein. C'est vraiment se battre pour la survie en permanence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez frappant, c'est que tous les animaux sont toujours à l'affût, quoi, inquiets. Il y a toujours c'est manger ou être mangé, les bagarres. Donc c'est une espèce de... On a perdu ça complètement, Noé. Je pense que les films d'horreur qu'on aime regarder, on aime retrouver ce sentiment d'inquiétude, mais tous les animaux sont toujours sur le qui-vive. Ils n'ont pas peur de toi parce que tu n'es pas un danger, mais ils sont tout le temps toujours sur l'œil, quoi, inquiets. Et ces 3 ans que j'ai passé là-bas ont été extrêmement formateurs sur ce que je suis moi. D'abord, j'ai appris la patience. C'est les lions qui m'ont appris la photographie, parce que j'avais décidé mon directeur de thèse s'appelait Pierre Pfeffer, qui était directeur du muséum l'histoire naturelle de Paris, m'avait accepté qu'on fasse la thèse moitié en photo, moitié à l'écriture. Ma femme écrivait et moi je faisais les photos. Et c'est vraiment les lions qui m'ont appris la photo, qui m'ont appris ce sens de la beauté évidente, de la beauté qui est là, qui est devant nous. C'est pas du tout la beauté de l'art contemporain, hein. C'est vraiment la vraie beauté, la beauté essentielle. Et la patience et ça m'a en fin de compte, tout mon travail photographique vient de là, quelque part. Et né de cette période. Voilà, exactement. J'aimerais revenir sur un point que vous avez abordé un peu plus tôt, qui est le fait de savoir saisir sa chance. Vous nous avez dit que c'était quelque chose que vous aviez appris à faire parce que vous n'aviez pas eu le choix aussi, et que quand on est dans la rue, on est obligé de la saisir quand elle passe. Je pense que c'est un bon enseignement, parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent, Yann, sont des personnes qui, elles, ont fait beaucoup d'études et qui parfois, du coup, sont un peu sclérosées, on va dire, par peur de mal faire, par peur de prendre un risque. Et tout ce que vous nous dites, c'est qu'au contraire, il faut parfois oser s'affranchir de cette peur. Est-ce que vous auriez un exemple, typiquement, d'une fois où vous avez saisi une chance qui passait devant vous? Mais ça, toute ma vie n'a été que ça, moi. Je me souviens très bien d'avoir été, quand j'ai quitté la réserve dans l'Allier, je me vois au Kenya très très bien, rencontrant un Français qui me dit voilà, je suis en train de monter une boîte de montgolfière, on cherche des pilotes, on est emmerdé parce que les pilotes qu'on fait venir, ils s'emmerdent dans les réserves, tous les 2 mois ils veulent partir. Et moi je me dis, mais attends, c'est un travail pour moi ça. Je vais pouvoir vivre au milieu de la réserve, parce que c'est interdit de vivre dans une réserve. Mais comme j'étais pilote de montgolfière et donc il y avait une chose commerciale, voilà, qui
qui ramenait de l'argent au parc, on avait le droit d'habiter au centre de la réserve, ce qui était inouï. Donc ma chance, je me suis dit, mais c'est un métier pour moi. Et donc j'ai passé ma licence de pilote de montgolfière en sachant très bien que c'est là où j'allais aller. Ça, c'est un exemple précis où je me souviens, j'étais guide pour touristes et j'emmenais les touristes, je portais leurs bagages, je faisais, voilà, au Kenya. Et quand j'ai vu ces Français qui s'installaient, je dis, mais ça, c'est un boulot pour moi. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Et, et donc, j'ai saisi ma chance, j'ai passé ma licence et je suis arrivé de, voilà, j'ai ma licence professionnelle, on peut le faire. Et c'était pas facile de passer une licence professionnelle de pilote de montgolfière en anglais, quoi. Mais comme j'avais envie de le faire, je l'ai fait très facilement. Et c'est typiquement mais comme j'avais pas d'autre choix que de saisir ma chance en permanence. Et quand je suis rentré en France et que je me suis aperçu que tous les journaux, c'est la grande époque de la photographie, et c'était énorme à cette époque-là parce que les journaux Paris Match, Figaro Magazine, National Geographic, Life avaient besoin de photos de nature et d'environnement. Et c'était un grand âge d'or de la photographie où la France était le pays de la photographie. Il y avait les grandes agences Gamma, Sigma, Sipa. À cette époque-là, on envoyait les photos, des diapositives en DHL, hein, c'était pas comme aujourd'hui par Internet. Et la France était le pays de la photographie. Et comme tout de suite, j'ai vendu des sujets très chers, très bien, je me suis dit, au lieu de devenir scientifique, je vais devenir photographe. Et ça m'a permis de, voilà. Donc là, j'ai encore ces images. On n'a pas soutenu la thèse. Ma femme, elle, a fait un doctorat de lettres par la suite. Et moi, j'ai décidé vraiment de devenir photographe qui me permettait plus d'être libre, et voilà, et de faire ce que je veux. Mais un photographe, c'est quelqu'un indépendant qui tous les jours doit chercher ses clients, chercher ses idées. Donc on est en permanence à saisir notre chance. Qu'est-ce que je veux faire le mois prochain? Et c'est une période incroyable parce que c'était l'énorme essor des journaux comme Géo, Figaro Magazine. Et tous ces journaux étaient demandeurs de reportages. Donc on vendait tout ce qu'on faisait. C'était un âge d'or qui n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des milliers de photographes. À cette époque-là, on devait être quelques dizaines, ayant fait aucune étude, ayant tous appris sur le terrain. Voilà, on est tous des baroudeurs, reportages, des photographes un peu, entre parenthèses, aventuriers. Et j'ai adoré ce côté, partir avec son sac photo dans le monde entier. C'est un peu la caricature de le kit, tu vois, de l'aventurier, quoi. Tu pars avec ton appareil photo et t'inventes des sujets. Et moi, je ne travaillais jamais en commande, mais toujours sur les sujets que je choisissais, curieux. Et donc, je suis quelqu'un encore aujourd'hui très curieux. C'est peut-être une principale qualité. Et ce métier de photographe, j'ai l'impression de ne pas vieillir, mais de grandir. Chaque jour, j'apprends des choses. Voilà. Alors maintenant, il y a une notion d'activiste en plus, mais cette époque-là était vraiment une époque. Par exemple, j'ai fait, en rentrant en France, j'ai fait 10 ans de Paris-Dakar. Alors, le Paris-Dakar, maintenant, ça vous paraît le truc anti-écolo, certainement, mais à cette époque-là, on ne parlait pas d'écologie, on ne parlait pas d'énergie fossile. Il y avait des gens qui se plaignaient parce que ça détruisait un peu les routes, mais c'est une aventure incroyable. Et pendant 10 ans, j'ai fait le Paris-Dakar en voiture. J'ai découvert une Afrique que j'adore, parce que c'était pas la bonne voiture, j'en avais rien à foutre. Ce qui m'intéressait, c'était de visiter l'Afrique et de vivre cette aventure. Je faisais même les reconnaissances du Paris-Dakar avec Thierry Sabine, et je me souviens de mois passés dans le Ténéré, un endroit où on peut plus y aller aujourd'hui, extraordinaire, fantastique, avec les Touaregs. Donc, ce métier m'a permis de vivre une aventure incroyable. Et d'ailleurs, avec le recul, je me dis que j'étais très égoïste, c'est-à-dire que je laissais ma femme s'occuper des enfants, et moi je partais avec mon sac. Et elle me l'a reproché, mes enfants me l'ont reproché d'ailleurs, et ils avaient juste raison, et je pense que c'est pas terrible ce que je vais dire, mais je le dis avec sincérité, c'est que mon métier était plus important que ma famille. Voilà. Mon métier, ce que je faisais, prenait la place, et quand je vois mes 3 garçons, eux c'est le contraire, leurs enfants, leur famille est bien plus important que leur métier. Donc là, les choses ont changé. Je vous remercie pour toute cette sincérité et j'aimerais rebondir parce que vous nous avez fait rêver avec toutes ces évocations de voyage. Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a particulièrement marqué en tant que photographe, en tant qu'aventurier justement, dont vous pourriez me parler, une découverte que vous auriez fait, enfin vraiment, s'il n'y en avait qu'un d'une certaine manière? Non, d'accord, c'est toujours difficile de choisir quelque chose, c'est toujours... j'ai envie de vous parler de Diane Fossey parce que c'était quelque chose de très fort pour moi, mais je pense que ce métier, justement, te permet chaque fois de vivre une aventure incroyable. Mais je suis encore comme ça, là, je pars dans 2 jours rencontrer Vincent Munier qui a fait La Panthère des Neiges et qui est un de mes amis. Je suis ravi d'aller
chez lui, voir ses pièges photos, de passer 2-3 jours avec lui. Voilà. Chaque fois, c'est un métier qui nous permet tous les jours de grandir, de s'intéresser, d'apprendre. Et je me sens très con, en fin de compte. J'ai vraiment l'impression que ce métier me rend un peu plus intelligent tous les jours. Et Dieu sait qu'il y a du chemin à faire. Donc, j'ai envie de vous parler d'une aventure avec Diane Fossey, parce qu'elle est un peu longue, je suis désolé, mais prenez tout votre temps. On coupera dans le podcast. Non. Un podcast de 3 heures. Je suis un peu bavard, mais... Si c'est bon, vous savez, moi je garde tout. Et ça sera très bien, je suis sûre. Très bien, on peut se tutoyer d'ailleurs, c'était plus simple. Ouais. Et en fin de compte, ma femme a un très grave accident de voiture un jour en déchargeant, c'est une histoire affreuse, en déchargeant les cadeaux de Noël dans la voiture. Une voiture lui rentre par derrière et lui écrase les jambes. Elle était enceinte. Il se trouve que par un miracle, elle a pu remarcher, elle a été brochée de partout. Elle était enceinte et donc à ce moment-là, j'arrête de travailler complètement. Elle accouche à l'hôpital et je m'occupe de mon fils Tom. J'avais déjà trouvé 2 petits garçons tout faits, qui s'appellent Baptiste et Guillaume, qui étaient les enfants de ma femme, qui sont mes enfants. Et donc, on a le troisième garçon, Tom. Je m'occupe de ce bébé comme je n'avais jamais fait de ma vie, quoi. Vous savez, quand on est un garçon, on prend un bébé qui vient de naître. Un garçon aventurier, en plus, qui crapait de partout. J'adorais faire ça. Je me souviens que j'allais le toucher la nuit, j'avais peur de la mort subite, donc je le touchais pour le réveiller, voir s'il était bien vivant. Voilà. Quoi qu'il en soit. Et un jour, je m'occupe de Tom pendant 3-4 mois, et un jour, on m'appelle et me dit, Yann, est-ce que tu veux aller voir Diane Fossey, cette fille qui étudiait les gorilles au Rwanda? Et je dis non, je peux pas, je m'occupe de Tom. Et j'entends ma femme qui dit, bon, ça va. Les 3 mois que tu tournes en rond, tu peux, vas-y, t'as envie d'y aller. Et moi, un peu faux cul, je dis, mais t'es sûre, ma chérie? Bien sûr, je rêvais d'y aller. Alors que t'en crevais d'envie. Oui, parce que Diane Fossey, c'est vraiment, c'était un mythe, quoi. C'est un mythe complet. Et donc, je pars, et en partant, peut-être sur une péniche, ma femme sort du bateau, et elle glisse et elle tombe. Et je vais la ramasser, et là, je me coince le dos. Elle avait rien, mais moi, je me coince le dos. Et vraiment, le vrai lombago, le vrai truc où tu es à l'équerre, tu marches, toi, à 45 degrés. Et je prends l'avion, j'arrive au Rwanda, je me fais faire des piqûres de cortisone en arrivant parce que je ne pouvais pas marcher, et j'arrive 2 jours en retard chez Diane Fossey, il fallait monter dans la montagne, pas très facile quand on a mal au dos. Et je me fais engueuler parce qu'elle avait préparé un gâteau au chocolat pour moi. Elle était très, très mauvais caractère. Et que j'étais arrivé 2 jours en retard, quoi qu'il en soit. Je sympathise énormément avec cette femme qui était assez un peu aigrie, parce qu'en fin de compte, plus personne ne voulait lui donner des aides pour travailler sur les gorilles. Elle avait fait le tour. Elle se sentait un peu abandonnée, toute seule. Donc on passe 3 semaines formidables à discuter. Elle me raconte sa vie. Et comme elle avait un cancer de poumon qu'elle pouvait pas aller, je pense que c'est un cancer de poumon qu'elle pouvait pas aller voir les gorilles, tous les jours, je vais voir les gorilles tout seul. Et je me souviens très bien du premier jour où j'arrive, je me mets dans un petit coin au soleil, parce qu'il pleut beaucoup, c'est gorilles dans la brume, c'est vraiment, c'est pas un climat formidable là-haut. Et je vois les gorilles au loin, j'étais tout seul, parce qu'elle voulait pas que les Africains approchent les gorilles. C'est aussi terrible, parce qu'à cause des braconniers, ces gorilles n'avaient pas peur des hommes. Donc je m'installe, je les vois, ils étaient à 50 mètres, et d'un seul coup, ils arrivent tous autour de moi, à cette place au soleil, pour faire la sieste, que tous les jours, vers 10-11 heures, ils font la sieste. Et donc, ils arrivent, le mâle me fait une parade d'intimidation en se tapant un peu sur la poitrine, comme King Kong. Moi, je baisse les yeux, parce qu'il ne faut surtout pas les regarder dans les yeux. Et là, je me retrouve tout seul, petit mec, avec tous ces gorilles autour de moi, et un espèce d'endroit, un moment inouï où tu te dis, comment toi, photographe animalier, tu te retrouves avec des animaux sauvages, qui vivent leur vie et qui n'ont pas peur de toi. Et je me souviens très bien du mâle dominant, qui me regarde, de loin, il pousse un peu les petits qui venaient me voir, et il s'installe, il s'endort, et pose sa tête sur mon pied, et il s'endort en ronflant. Et je me suis dit là, j'ai pleuré d'émotion, j'ai pleuré de sentir ce moment où tu avais une espèce de connexion avec un animal sauvage qui t'acceptait entièrement. Et c'est vraiment, j'en parlerai beaucoup dans l'interview, que cette connexion au sauvage, quoi, du moins au non civilisé, au non humain, m'intéresse énormément. Et là, je me suis aperçu qu'il se passait quelque chose de formidable. Je passe et j'avais toujours très très mal au dos, et pendant 3 jours, je reste avec les gorilles. Et puis un jour,
un peu plus une semaine. Un jour, il y a le mâle dominant qui part dans un coin et il y a un petit jeune mâle, mais pas petit quand même, hein, un truc de 200 kilos, quand même, 150 kilos, qui me fait une parade d'intimidation. Il tourne autour de moi, il casse des branches et il m'envoie dans les broussailles et il me remet ma vertèbre en place. Et, ouais, donc, l'histoire est véridique et j'avais plus mal au dos pendant la fin du voyage. Et ce moment-là, et ce qu'il faut savoir aussi qui a été dramatique, c'est que Diane Fossey, je suis parti et Diane Fossey a été assassinée le lendemain où je suis parti. Donc je suis vraiment le dernier photographe à avoir travaillé avec elle. Et voilà, bon, mais des histoires comme ça, c'est des moments, je pense que ce métier de photographe, ce métier où on va à la rencontre des gens, on va toujours vivre des vies, on veut vivre une vie en fin de compte plus excitante que la tienne. C'est le côté un peu du syndrome du photographe de guerre qu'on veut aller là-bas, on veut comprendre comment ça se passe. Et voilà, et ça devient presque une espèce de drogue d'aller. Donc les histoires comme ça, on en a énormément parce que notre vie n'est faite que de ça, c'est ce qu'on recherche en fin de compte. Et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'à cette époque-là. Tout ce qu'on faisait, on le vendait facilement. Il y avait un vrai marché de la photographie. Aujourd'hui, il y a des milliers de photographes. Il y a beaucoup moins d'intérêt pour ce genre de photos. Tout a été vu, tout a été fait. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de vivre de la photographie. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Mais je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. Et ce métier de journaliste est un métier de rencontre incroyable. Et si on a envie de le faire, il faut bien sûr essayer parce qu'on ne saura jamais si on peut réussir ou pas. Et je leur dis toujours, si vous voulez faire ce métier, faites-le, mais essayez de le faire bien, savoir ce que vous voulez photographier, renseignez-vous ce que vous voulez faire. Et il faut savoir qu'on ne devient pas photographe en un jour. Il faut que fois un sujet, il faut 1 ou 2 ans pour les faire. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font de la photo, il faut essayer de quelque chose qui est supérieur à ce que font les autres et faire des travaux qui sont ronds, complets. Et l'aventure, elle est souvent, tu peux faire une histoire sur ta concierge, ça va être aussi intéressant, ou un concierge ou ton gardien d'immeuble, que d'aller au bout du monde. L'histoire, elle est souvent au pied de là où tu vis, c'est pas la peine d'aller loin. On a tous envie de loin parce que d'être photographe, c'est souvent un métier de fuite. On veut vivre une autre aventure ailleurs, se débarrasser du quotidien. Et c'est sans doute une erreur. Voilà. Parce que là, moi qui aujourd'hui travaille qu'en France, par exemple, je m'aperçois que voilà, je n'aurai jamais assez longtemps à vivre pour tout ce que j'ai envie de faire en France. Voilà. Quelque chose de très intéressant dans ce que tu as dit, je trouve, c'est à quel point ce métier de photographe est un métier d'intensité. Et c'est drôle parce qu'il me semble avoir lu sur toi que tu as été aussi acteur à un moment donné, un peu de la même manière. Quand on est comédien, quand on est acteur, quand on vit des représentations, c'est hyper intense. Et je l'ai aussi un peu vécu parce que moi-même j'ai fait du théâtre et il se trouve que je suis aussi entrepreneur, donc je le vis par ce biais. À l'inverse, quand tout d'un coup la pression redescend parce que la pièce est terminée ou parce que le voyage est terminé ou parce qu'on a vendu son entreprise, je trouve que la retombée est souvent un petit peu difficile et cet apaisement de l'entre-deux n'est pas toujours facile à trouver. Toi qui as vécu ça pendant des années, qui as vécu intensément et puis ensuite le retour à la maison, qu'est-ce que tu as peut-être mis en place? Quels seraient tes conseils pour des personnes comme ça qui sont devenues un peu addictes, qui sont devenues un petit peu accros au fait de vivre l'intensité quand ils doivent retourner aussi dans une vie plus sereine, puisqu'on ne peut pas vivre intensément en permanence, c'est impossible. Moi, je ne sais pas faire. Je suis toujours à bloc. Je commence la méditation en ce moment. Ça fait 7-8 ans que j'y pensais. Et je me mets à la méditation. J'y arrive pas terrible. Mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai un professeur, puis je connais bien Mathieu Ricard. Mais j'essaye mais je suis tout le temps à fond. J'ai jamais tant travaillé qu'en ce moment. Je suis sur 3 films, j'ai ma fondation, les projets. Mais j'ai pas du tout envie d'arrêter. Moi, je vends pas mon entreprise. Je sais pas comment. Alors, ma fondation, ça se vend pas. Non, rien. Moi, je garde tout. Si, j'ai vendu une partie de mes photos pour financer le projet de Rewild. Je viens d'acheter 30 hectares où je suis en train de créer un endroit pour voilà, justement étudier comment l'animal... On revient là, au début, là où comment l'animal sauvage peut être respecté, quelle est la place de l'animal sauvage. Et c'est l'endroit où j'aimerais que la chasse soit complètement interdite. Alors justement, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce projet, l'un de tes nouveaux projets? Je suis sûr qu'il y en aura encore de nombreux. Tu auras le lien, tu peux mettre le lien sur le site. Ouais. Je t'ai envoyé le lien. En fin de compte, en bas de chez moi, j'avais une énorme vallée magnifique. Quand j'étais gosse, je voyais tout le temps les cerfs et les biches et je trouve cet endroit magnifique. C'était pas à moi, c'était un
propriétaire. Et je voyais que ma grand-mère, quand je passais le long du chemin, on allait voir avec les jumelles, les cerfs et les biches. Et alors, un jour, j'ai appris que c'était à vendre et le prix était très très cher. Et quelques mois après, le confinement est arrivé, le prix est baissé. Et là, je ne suis pas passé à côté de ma chance. Je l'ai acheté sans voir l'argent. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai dû, mais je me suis démerdé, donc il n'y a pas de problème. Et c'est 30 hectares où il y a 28 hectares où d'un seul morceau, où on laisse, c'est une zone humide, on va laisser pousser tout pour voir comment les animaux reviennent, les cerfs, les biches. On a fait une étude, vous verrez sur le site, où il y a 350 animaux et plantes, dont 50 en voie de disparition. On travaille avec l'université de Saclay, c'est ouvert aux scientifiques. Cet endroit, je l'ai prêté à une association avec tous mes voisins pour que tout le monde se sente un peu propriétaire de l'endroit. Et avec mon fils Tom, qui est maraîcher, fait sur le côté, sur 2 hectares, une espèce de jardin expérimental, permaculture, voilà, jardin-forêt qui va bien avec le côté sauvage, pour voir qu'on peut faire de la biodiversité et de l'agriculture non intensive. Et il y a 3 maisons qu'on est en train de restaurer pour faire un endroit où les scientifiques peuvent venir travailler, les associations, les écoles, et aussi les cadres d'entreprise. Je suis en train de traiter avec une entreprise qui, j'espère, va pouvoir me louer l'endroit pendant 5 ans, qui va me permettre de financer les travaux, qui sera ouvert à tous. Or, c'est pas 30 hectares, c'est pas énorme, mais ce qui est intéressant, c'est que sur ces 30 hectares, c'est un projet qui fait peur à tout le monde, parce qu'une réserve de biodiversité en France, on peut chasser partout. Il y a très très peu d'endroits où la chasse est interdite. Et on peut aller chez toi chasser. Tu as beau avoir un terrain privé, s'il y a des sangliers qui sont en surnombre, le préfet peut décider de faire ce qu'on appelle des battues administratives et de forcer les gens à chasser. Les cerfs et les biches, pareil, on donne des bracelets, tu dois forcément les tirer, sinon il y en a trop. Et moi j'ai bien dit l'autre jour, alors ça c'est bien sûr parce que tu as les gens de l'ONF, qui est l'Office national des forêts, qui disent que bien sûr, quand il y a trop de cervidés, vous avez le même problème en Suisse, ça abîme les forêts. Les agriculteurs qui râlent parce que, bien sûr, les animaux sauvages rentrent dans leur culture, mais quand vous faites des champs de maïs près de la forêt, évidemment, les animaux viennent. Il y a les assureurs, parce que les assureurs, les premiers, il y a beaucoup d'accidents de voitures dus aux animaux sauvages. Et puis, il y a les chasseurs. Donc, tout ça mélangé fait que c'est un... Alors, moi, comme je suis un petit peu connu et je me laisse pas faire, j'ai dit l'autre jour, quand vous allez me voir, dis-moi si... Il faudra me tuer avant qu'un fusil rentre dans cette propriété. Et ça les a un petit peu refroidis. Voilà, refroidis. Mais c'est 30 hectares sur un massif de 15 000 hectares. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est que dalle, quoi. C'est rien. Et j'ai demandé même aux chasseurs sur les côtés de faire des zones tampons où on ne chasserait pas, et ils ont refusé. Donc voilà, l'animal sauvage aujourd'hui est à disposition de l'homme. Et s'il nous embête, eh bien on le supprime. Et je pense que la densité de cerfs et de biches, de grands animaux que j'ai chez moi, est largement inférieure à ce qu'on pourrait avoir. Et pour l'ONF, pour les gens qui s'occupent des forêts, elle est supérieure. Voilà. Donc c'est une espèce de... Et je pense que un cerf ou une harde de cerf qu'on peut voir à la jumelle par des milliers de personnes a beaucoup plus de valeur qu'un cerf empaillé au-dessus de la cheminée. Je pense que le plaisir de voir un animal sauvage, c'est quelque chose d'incroyable. On a mis des pièges photos. J'ai découvert ça. Et de voir ces animaux, on les voit sur le site internet, il y en a quelques-uns, des animaux qui sont complètement... il n'y a pas d'homme, donc ils sont tranquilles, ils vivent leur vie, et dès qu'un animal est sans l'homme, il est inquiet. Et j'aimerais retrouver, je répète encore une fois, une espèce d'harmonie naturelle entre l'homme et l'animal sauvage. C'est un peu pour moi Et on fait en ce moment un film pour France 2 qui s'appelle Vivant, et pendant le confinement, je suis beaucoup promené dans la forêt. Et c'est un confinement incroyable parce qu'on a commencé au mois de mars où il n'y avait pas une feuille et puis on a vu les feuilles arriver. Donc je me promenais tous les jours avec mon chien et j'ai vraiment eu ce sentiment profond de cette beauté essentielle que j'avais tous les jours sous mes yeux parce que moi j'habite à 10 mètres de la forêt et que je ne voyais pas. Et c'est drôle parce que quand je suis rentré à Paris, je trouvais tout moche. Les bagnoles, les magasins, les gens, les trottoirs, je trouvais tout laid, quoi. Et ça m'a donné l'envie de proposer à France 2 de faire un projet sur tous ces animaux sauvages qui vivent autour de nous et qu'on ne voit pas. Et j'ai demandé à tous les gens qui filment en France, vous avez une émission de télé en Suisse, La Salamandre, qui est formidable là-dessus aussi, qui montre bien les animaux, de tous les gens qui filment en France, vous envoyez des images, et on a reçu 700 heures de rush.
de passionnés incroyables, le mec qui fait que des crapauds, l'autre qui fait que des tritons, et j'apprends des choses extraordinaires là-dessus. Je ne savais pas que le martinet allait passer 10 mois dans le ciel sans se poser, Oui. se nourrissant dans le ciel, dormant dans le ciel pendant 10 mois. Je ne savais pas que les arbres dépendaient de milliers de mycorhizes, d'échanges de carbone, d'informations. Je ne savais pas que dans une cuillère à café de terre dans la forêt, dans une cuillère à café de terre, il y a environ entre 500 mètres et 1 kilomètre de mycorhizes dans une cuillère à café. Donc c'est une vie que je découvre, et on est en train de monter le film en ce moment, travailler sur le documentaire, et ça me fascine complètement. Voilà, j'ai vraiment, ce que je dis, je suis encore en train d'apprendre, et j'adore. D'apprendre, et puis toujours l'envie d'aller plus loin, de se renouveler, jamais de s'arrêter. Enfin, je pense que c'est très inspirant pour des personnes qui parfois se lassent, quoi. Et justement, cette curiosité, elle semble presque à toute épreuve. Ouais, les gens me demandent pourquoi je prends pas ma retraite. C'est une question. J'aime Mais tu tellement la ce que prendras je fais. jamais, je pense. Non, parce que je pense qu'on est. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Là, je suis en train de faire un film en plus qui s'appelle France, une histoire d'amour, où je vais à la rencontre des gens qui font des choses, et des gens qui sont plus que moi. Et je me souviens, on a interrogé un médecin de campagne qui a 75 ans et qui veut pas arrêter. Il n'arrive pas d'abord à trouver quelqu'un qui va le remplacer. Mais il dit, mais j'ai l'impression d'être un déserteur si je pars. Moi, ces gens, je les aime, je les ai soignés toute ma vie. Et alors, c'est marrant parce que je discutais avec sa femme qui me disait, vous n'êtes pas parti en vacances encore. Elle me dit, m'en parlez pas. Parce qu'en fin de compte, il y a une espèce de passion, de mission. Et c'est un peu ridicule, mission, mais ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on se sent obligé de le faire parce qu'on sent qu'on a un rôle à faire. Et la vie, elle n'a aucun sens. Hein. C'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et ce métier m'a permis d'une façon incroyable de donner du sens à ce que je fais. Et ça te porte. Et j'ai pas du tout envie d'arrêter, quoi. Je suis un boulimique, mais sans doute trop. Et j'en fais sans doute certainement trop parce que je fais pas bien. Mais voilà, c'est ma façon d'être et c'est difficile de passer à travers ça. Et en plus, quand tu vieillis, d'abord, 76 ans, tu n'as pas beaucoup de temps encore pour faire les choses que tu aimes, donc tu te dépêches. Et puis en même temps, on te propose beaucoup de choses. On te propose énormément de choses. Donc, avant, voilà, tu rames pour trouver des projets. Aujourd'hui, les projets arrivent à toi. Est-ce que tu veux faire ci, tu veux faire ça? Et quand les projets sont intéressants, tu as du mal à dire non. Voilà. C'est un sujet pour toi de dire non à des projets? C'est une difficulté? Non, je dis même pas non à des podcasts. Pourtant. Hein. Pas beaucoup de temps. Non, mais c'est mes assistantes qui disent non pour moi souvent parce que je ne sais pas dire non. Moi. Par exemple, pratiquement tous les jours, je parle à des étudiants. J'ai toujours une étudiante qui fait un truc, voilà, et je les prends au téléphone et je parle avec eux. Je pense que mon rôle, c'est d'aider les gens, quoi, quelque part. Mais c'est même pas, je le fais pas forcément. Je le fais par plaisir, quoi. C'est une chose qui est naturelle chez moi. Et je m'en vante pas du tout, mais j'aime rendre service. Et donc, de parler avec quelqu'un qui te demande des conseils pour son travail ou pour monter une association, ça te fait du bien, quoi. Et dans la vie, plus tu donnes, plus tu reçois. Et moi, on m'a énormément donné. Donc, c'est faut savoir rendre, quoi. C'est important. Je voulais parler, Yann, aussi de tout ton engagement, quoi, pour la planète. Tu as parlé tout à l'heure, quand tu étais avec les Maasai, en fait, du déclic que tu as eu finalement pour le monde de la nature, des animaux sauvages. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic et qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais en fait, je veux aller plus loin, je veux vraiment m'engager, créer la Fondation Good Planet, enfin, vraiment aller dans de l'activisme d'une certaine manière? Quand j'ai commencé le travail sur la Terre vue du ciel, qui est parti, en fin de compte, de la première conférence de Rio en 92, ça paraît loin, à 92. Pour moi, c'est pas si loin que ça. Et c'est la première COP, en fin de compte. Et je me souviens très bien d'avoir vu dans Le Monde une page sur cette conférence. Et je cherchais je suis très ami avec un photographe qui s'appelle Salgado, je ne sais pas si tu connais, qui fait des grands projets. C'est un des plus grands photographes du monde, okay. Sébastien Salgado. Et il travaille sur des projets très longs. Et là, il est en train de faire un truc sur l'Amazonie. Il vient de finir un sujet sur l'Amazonie. Et en fin de compte, j'ai bien compris que d'être photographe, c'est pas pinailler, faire une semaine par-ci, une semaine par-là. Tu construis rien avec ça. Donc j'avais envie de construire un gros projet.
Et 92, je vois la conférence de Rio. Je faisais beaucoup de livres de photographie aérienne et je me suis dit, c'est peut-être le moment pour l'an 2000 de faire un grand travail sur la Terre vue du ciel. Et ce travail m'a complètement transformé parce que, bien sûr, la beauté du monde, c'est un musée, quoi. Survoler la Terre, tout est extraordinaire, tout est intéressant. Le travail des scientifiques, la pauvreté, les agriculteurs de subsistance, les ONG qui s'engagent, tout ça m'a vraiment transformé. Et quand j'ai fait ces 10 ans de la Terre vue du ciel, j'avais qu'une envie, c'est d'exposer dans les musées. J'avais fait des légendes très fortes. Vraiment, chaque photo avait une légende. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui pense que la légende amène beaucoup à la photographie. Et je trouvais aucun musée pour faire cette exposition. Et une chance incroyable, c'est qu'on a inventé, grâce au Sénat à Paris, les expositions dans la rue. Je suis le premier photographe à vraiment avoir mis mes photos dans la rue. Et à cette époque-là, on imprimait sur du papier photographique, donc c'était compliqué, il fallait coller un papier transparent, bien hermétique. Et cette exposition qu'on a fait à Paris a été un succès inouï, puisqu'on a fait 2 millions de visiteurs, et on l'a fait dans le monde entier. Ça donnait un coup de pouce incroyable à ce livre, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires grâce à ces expositions de la rue. C'est une espèce de publicité inouïe pour un livre. Voilà, et donc ça m'a permis d'avoir des moyens, et après j'ai fait de la télé, mais je ne pouvais pas faire ce travail en s'intéressant, en comprenant. Moi, je suis quelqu'un qui s'engage, quand on parle de pauvreté, quand tu rencontres des gens qui partagent tout avec toi, qui te donnent de l'amour, en fin de compte, de la fraternité, qui sont 1000 fois plus pauvres que toi, ça te transperce le cœur. Et donc ces choses-là, ça m'a beaucoup fait avancer. Qu'est-ce que c'est d'un être humain, quelque part. Et donc, tout ce travail que j'ai fait sur la Terre vue du ciel, et après le travail de Human, qui est pour moi le meilleur film que j'ai fait, qui est gratuit sur YouTube, je le dis parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce film. C'était une rencontre que j'ai faite au Mali, un moment avec ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent tous les jours la terre au quotidien comme un sacrifice, les gens qui ont peur d'être malades, s'ils sont malades, ils ne peuvent pas nourrir leur famille, les gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras. Tout ça que j'avais rencontré dans une famille où j'avais tombé en panne d'hélicoptère pendant 3-4 jours, m'a permis de comprendre que dans mon travail, il manquait la parole de l'homme. Et je fais ce film Human, que j'adore. C'est vraiment pour moi des choses les plus belles qu'on ait faites. C'est pas moi, parce que nous, on n'est pas grand-chose. En fin de compte, ce qui est beau, c'est ce que les gens t'ont dit, c'est pas la façon dont tu l'as monté. On a fait ce qu'on pouvait, mais ces paroles sont absolument magiques. Après, on a fait Woman. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur un film sur les migrants. Donc voilà, on continue à travailler sur ce projet. Et tout ça m'a fait prendre conscience. Faut pas abandonner, quoi. Faut pas abandonner cette beauté, ce sentiment d'empathie, de bienveillance que tu as vers les autres. Et après, il y a le film d'Al Gore qui est arrivé en 2004-2005. Et là, ça a été un énorme choc. Que d'un seul coup, on a compris qu'on allait vers une fin du monde. On a compris que voilà, ce qui se passait aujourd'hui, notre façon de vivre, notre croissance. Il faut savoir que notre croissance, il n'y a pas de croissance sans énergie fossile. Ça n'existe pas. Croissance verte ou pas, c'est du baratin. On dépend tous de la croissance. Tu dépends de la croissance, je dépends de la croissance. Notre vie entière dépend de la croissance. Donc tous les jours, notre façon de vivre est en train, non pas de tuer la planète, parce que là, on n'a rien à foutre, la planète, en train de tuer la vie sur Terre. Et donc cette conscience est devenue assez forte chez moi. On a fait le film Home. Je pensais quand on avait fait le film Home que le monde allait changer, qu'on allait tous comprendre, qu'il fallait arrêter. Un chiffre, quand j'ai fait le film Home, on consommait 95 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme entre 105 et 110. C'est-à-dire que voilà, la conscience est arrivée, mais on n'a pas du tout changé notre façon de vivre. Et les derniers rapports du GIEC, montrent bien que moi qui pensais de ma vie jamais voir le changement climatique, ce serait d'autres qui le verraient pour moi. Aujourd'hui, je le vois, je le sens dans ma chair. Ouais. Et tout ce qui se passe en ce moment me terrorise, non, c'est pas le mot, mais m'inquiète profondément et je suis profondément touché par ce qui se passe en ce moment. Mais tu vois, je le dis avec émotion. On a tous des sortes déjà. Et tu vois, on est impliqué, on est dans ce monde complètement fou qu'on n'arrive pas à arrêter et on participe tous, nous, voilà, à cette destruction de la vie sur Terre. Et je peux pas dire que j'en sois très fier. Voilà. Et voilà.
Et quand on pense, tu vois, ne serait-ce qu'entre 2009 et 2022, à quel point la population mondiale a augmenté, je peux imaginer que ça a dû jouer aussi sur au-delà de la surconsommation. Mais cet instinct de se reproduire est tellement dans la nature de l'homme et de la vie, on ne peut pas empêcher la vie d'avancer. C'est pas possible. Plusieurs choses là-dessus. Bien sûr, d'abord, la grosse démographie, elle n'est pas dans les pays riches. Mais c'est les pays riches qui polluent, c'est pas les pays pauvres. Même si la Chine a un rôle énorme, le chinois moyen pollue beaucoup, beaucoup moins que le français moyen ou le suisse moyen. C'est énorme. Aujourd'hui, selon les accords de Paris, on devrait émettre chacun 2 tonnes en 2050. On n'arrivera jamais. On est à 12 tonnes et aucun pays qui ont signé l'accord de Paris n'ont respecté leur engagement. D'ailleurs, je vous conseille à tous de regarder les vidéos de Jean-Marc Jancovici qui sont absolument... c'est la vidéo à regarder, quoi. Ça, c'est un lien qu'il faut mettre. Bon, quand on a compris ça, on comprend où on va. Et cette notion de fin du monde, je peux reconnaître... Alors bien sûr, on est prisonnier d'un travail. Et c'est pour ça que peut-être que je me réfugie un peu dans le vivant, dans les animaux, parce que la résilience est beaucoup plus facile. Tu peux très facilement... remettre les animaux sauvages, ils reviennent, alors que le changement climatique, voilà, on sait qu'on ne reviendra pas en arrière. Le climat qu'on a eu cette année ne sera pas le même de l'année prochaine. Et notre civilisation s'est basée sur un climat tempéré. Et ce climat est parti à jamais. Et ça, voilà, et alors on est dans une espèce de non-sens, de déni collectif en se disant mais on va trouver la solution, mais il y a des choses qui se passent. Non, bien sûr. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une visio avec l'école polytechnique de Lausanne sur Legacy. Et j'étais étonné, alors bien sûr, il y avait une 50aine de jeunes qui étaient là. Il y avait près de 30 à 40% des jeunes qui prenaient plus l'avion. 30 à 40% des jeunes. Et sur végétarien, je pense qu'il y avait 40% des jeunes qui étaient végétariens. Et il y a une fille, je demandais qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme métier. Et il y a une fille qui me dit, écoutez, le GIEC dit qu'on a 3 ans pour changer le monde. Moi, je me fiche de ce que je vais faire plus tard. Ce que je veux, c'est penser 3 ans, me battre pour changer le monde. Et je pense que les jeunes de 20 ans aujourd'hui, ou de 25 ans, quoi, ceux qui... En fin de compte, c'est souvent les gosses les jeunes qui font des études parce qu'ils ont le temps de lire, ils lisent des rapports. Le jeune qui rentre dans la vie active à 18 ans, il n'a pas cette connaissance, malheureusement. Voilà. Mais les jeunes qui savent lire, qui travaillent, qui étudient les rapports, savent qu'on va vers un monde extrêmement compliqué et difficile. On va dans un monde complètement inconnu. Alors bien sûr, dans le monde inconnu, moi je pensais pas, avant on parle de la fin du monde, c'est dans la Bible qu'on le disait. Aujourd'hui, c'est le rapport du GIEC qui te parle de la fin du monde. Alors maintenant, on va vers un monde inconnu, et quand un monde est inconnu, il y a toujours une note d'espoir. Hein. L'espoir peut être là dans l'inconnu. Mais quelque part, je ne vois pas très bien comment on va arriver à inverser cette espèce de tyrannie, cette religion de la croissance. Donc on dépend tout. Et cette croissance, je répète, il n'y a pas de croissance aux énergies fossiles. Au quotidien, on rajoute à ce qu'on a émis. Et quelque part, on voit ce qui se passe en ce moment. Et ce monde de ces incendies, en France, on a eu des incendies cette année comme jamais. On voyait les incendies, on parlait d'incendies au Brésil, en Sibérie. Nous, c'est chez nous, quoi. Dans les dépêches de Good Planet, là, on met un article d'un forestier français qui dit mais ces méga feux, on les a chez nous, quoi. Et c'est qu'une petite chose qu'on n'avait pas imaginée. Voilà, et les cyclones, bon, je ne vais pas vous faire la liste de ce qui va en train d'arriver, mais on met nos vies en danger, quoi, tout simplement. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte. C'est quoi pour toi, Yann Comment on devient activiste? Parce qu'on est quelqu'un qui a des sentiments, qui a de l'émotion, et quand on a le pouvoir d'être lu, de faire des émissions de télé, ton devoir, c'est de dire ce qui est en train de se passer et de dire faites gaffe. Et tu rentres là-dedans et cette espèce de mission, c'est un peu con, mais tu es obligé de le dire. Tu ne vas pas continuer à vivre, de dire aux gens arrêtez de bouffer de la viande industrielle, arrêtez de prendre l'avion. Je ne suis pas un bon exemple. Moi aussi, j'adorais la viande, j'ai pris l'avion plus que tout le monde. Donc, mais voilà, quelque part aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Et c'est des sources d'engueulade avec mes copains, bien sûr. Voilà, pas le mot, mais souvent je suis fasciné par oh moi vous savez, mais si j'ai pris conscience, je trie mes déchets, mais on s'en fout de trier les déchets, c'est pas ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave ce qui est en train de se passer, c'est notre façon entière de consommer au quotidien qui est en train de
de tuer la vie sur Terre. Bon, je suis en train de plomber ton podcast. Pas du tout, pas du tout. Je voulais te poser une question qui est, selon toi, quelle est l'une des idées reçues fausses que tu observes le plus sur le sujet de l'environnement, de l'écologie, et qui alors je dirais pas qui t'irrite, mais en tout cas, tu vois, tu me parlais... C'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on est persuadé que les petites mesurettes qu'on fait aujourd'hui vont suffire. On est persuadé que les quelques panneaux solaires, les quelques éoliennes qu'on voit au loin suffiront. Non, c'est-à-dire c'est vraiment un changement de civilisation complet, quoi. Donc on s'y met tous ensemble. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe en Ukraine, tu te dis mais comment on va arriver ensemble à faire des choses basiques alors qu'on est. Et il y a aussi une chose, et c'est très étonnant, parce que la guerre, par exemple, fait partie de l'humanité depuis toujours. Voilà, on dit mais c'est normal, l'homme a toujours fait la guerre. Mais moi, je ne comprends pas que mon pays, la France, qui est le pays des ONG, le pays des droits de l'homme, soit le 3e vendeur d'armes au monde. Il y a un truc qui ne va pas. Et notre premier client, c'est qui? C'est l'Arabie Saoudite. Ce pays, c'est exemplaire dans la démocratie et dans le droit des femmes. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite bombarde le Yémen avec des missiles français. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est... Comment est-ce qu'on peut parler de la vie sur Terre, parler d'humanité, parler de loi sociale, si on est capable de faire ça? On est dans un espèce de... Voilà, qu'est-ce que c'est que l'éthique, la morale? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de pas de faire? Et c'est très compliqué. Je suis loin d'être parfait, c'est pour ça que je veux pas. Mais quelque part de cette réflexion, qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'homme? C'est la question fondamentale. En fin de compte, on est tous à se dire, c'est l'homme politique qui fait pas son boulot, mais l'homme politique, il n'a pas le mandat de ses électeurs pour changer les choses. Il n'a pas le mandat. Et le système économique, il a qu'une envie, c'est que ça continue de marcher comme ça. Et les scientifiques, on n'a pas les moyens. Aucun ingénieur aujourd'hui n'a la solution pour lutter contre le CO2. Alors bien sûr, on invente des choses tous les jours, et c'est formidable, mais ça n'a rien à voir par rapport au CO2 qu'on émet tous les jours dans l'atmosphère. C'est l'idée reçue, c'est que oui, il y a la conscience, il y a la prise de conscience, les enfants, merde, c'est pas à toi de demander aux enfants ce que tu n'as pas envie de faire, c'est toi tout de suite qui dois décider. Moi, je suis un peu bavard aujourd'hui, mais moi, il se trouve que je suis académicien, et donc j'ai fait une conférence sous la coupole, tu vois, un truc officiel en tenue vert et tout. Et j'ai parlé justement de changement climatique et de notre responsabilité de grand-père, parce qu'on est tous âgés à l'académie, on est tous. J'ai fait un bid complet. Dire que ça n'intéresse personne. On m'a dit à la fin, bravo, t'as mis de l'ambiance, tu vois, alors que moi j'avais les larmes aux yeux en disant Greta Thunberg devrait être à ma place pour parler, notre académie, notre Institut de France devrait être l'institut des solutions du monde entier, tu vois. Ils n'ont rien compris ce que j'avais dit, ça ne les touchait pas. Et il y a une génération que ça n'intéresse pas. On verra bien ce qui se passera, profitons, et c'est dommage, et c'est plus que dommage, quoi. C'est limite scandaleux. Et moi, je suis très inscrit là-dedans, dans une espèce de, pas une colère, parce que je fais partie de ce monde et c'est mes amis, je vais engueuler tout le monde, mais une espèce d'inconscience de la vie des gens autour de nous. Aujourd'hui, on continue à prendre l'avion pour aller en vacances, et mes enfants le font, donc tu vois, je dis rien, ou ils savent très bien ce que j'en pense, mais et moi, j'ai tellement pris l'avion, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un, ne prends pas l'avion? Je l'ai tellement fait, mais aujourd'hui, même chose pour la viande, que je m'en bats souvent là-dessus, parce que c'est la chose la plus facile à faire, c'est d'arrêter la viande industrielle et d'arrêter tout ce qui est fromage industriel. Tout ça, c'est en train de détruire la planète. Alors c'est pas... tout le monde ne va pas devenir vegan, mais on devrait tous être vegan. Si on était en accord avec nos convictions profondes, on devrait tous être vegan, ça c'est évident. Bon voilà, on va pas... Ou en tout cas, éviter tout ce qui est nourriture processée. Non, et la souffrance animale, c'est quelque chose, c'est important. Mais bon... Dans ce film que je suis en train de faire en ce moment, justement, on essaie de rentrer dans les abattoirs pour parler aux gens. J'imagine le gars qui tue des animaux toute la journée, tu vois, toute la journée, son métier. Quel métier épouvantable, il est payé rien du tout, c'est un métier. Je voudrais bien parler à ces gens-là, tu vois. Yann, écoute, pour terminer, j'ai quelques questions un peu perso que j'aime bien poser à mes invités, qui sont toujours les mêmes. La première, c'est est-ce que dans ta vie, tu as vécu un grand échec ? Et les enseignements, surtout, que tu en as tirés. Je trouve que c'est toujours intéressant comme question. Alors, un échec qui t'a marqué, tu vois. Ouais, mais... alors, c'est terrible de dire ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir vécu des échecs. Alors, peut-être que les échecs, je les ai vécus comme des choses que tu essayes de faire et qui marchent pas, mais tu apprends toujours quelque chose. Donc, c'est pas un échec. Mais un véritable échec, peut-être que
c'est un échec collectif de tous les écolos, quoi. Moi, j'imagine que moi, je vote Vert depuis les années 70, hein, Roger Dumont, qui était le premier Français qui s'est présenté. Je pense que c'est un vrai échec de ne pas avoir su. Je pense que voilà, on n'a pas les politiques qu'on mérite. Ça n'a pas été. Ça, c'est un véritable échec. Les partis écolos n'ont pas réussi à prendre le pas sur la mesquinerie, voilà, l'ego, qui a d'ailleurs chez les partis politiques verts. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Mais ça, pour moi, c'est un vrai échec quand tu vois qu'on fait des scores de 2 ou 3%, 4%, quoi, alors qu'on est tous conscients de ça. C'est un échec collectif, c'est pas le mien. Peut-être que aujourd'hui, je me pose des questions sur moi, sur ce que j'ai fait, pas fait. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'échecs là-dedans. J'aurais aimé être beaucoup plus parfait. Ça, c'est un échec, mais j'essaye tous les jours. C'est de devenir meilleur tous les jours, voilà, d'être un homme debout. J'essaye. C'est pas facile. Parce que d'être un grand photographe, je m'en fous complètement. C'est pas ça qui est important. C'est important, c'est qu'est-ce que tu as fait de ta vie, quoi. Est-ce que tu es content de ce que tu as fait? Tu sais, ce que j'aimerais, c'est pas avoir un échec sur cette chose-là. C'est que je me souviens d'avoir fait Human, c'est souvent j'en parle, et on a été en Madagascar, et on pose des questions sur Human, toujours les mêmes questions sur le sens de la vie. Alors c'est 30 questions qu'on pense tout le monde à tout le monde, et après on rentre peut-être plus sur des projets particuliers, mais on était à Madagascar sur ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, et voilà, avec une dame qui avait eu 16 enfants, dont 6 étaient morts, vraiment les gens les plus pauvres du monde, que les gens qui n'ont rien. Et on lui pose des questions, à un moment on lui pose une question qui est un peu une question d'occidentale, quel est votre plus grand rêve? Alors elle te parle bien sûr de la mort de ses enfants, l'éducation. Non, moi je lui dis, toi en tant que femme, en tant qu'être humain, quel est ton plus grand rêve? Et un peu difficile à expliquer tes questions à travers un dialecte, avec un traducteur. Et alors, elle est drôle parce qu'elle me dit, oui, j'ai compris ce que tu veux que je te dise. Et alors, elle ferme les yeux, et elle me regarde droit dans les yeux, et avec un petit sourire, elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous mourir un jour. Et de savoir qu'on va tous mourir, de s'y préparer, et pour mourir avec le sourire, il faudra avoir dans sa vie fait ce que tu as cru bien faire, quoi. Tu ne mourras pas avec le sourire si ta vie n'a pas été ce que tu as voulu être, quoi. Alors bien sûr, il y a le bien, le mal, on ne va pas venir là-dessus, mais est-ce que tu as été content de la vie que tu as eue? Et moi, j'aimerais ne pas avoir cet échec. J'aimerais réussir à mourir avec le sourire. Forcément que j'y arriverai pas, mais c'est vraiment devenu pour moi un Graal important. Merci beaucoup et merci pour cette belle histoire. S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie, Yann, qu'est-ce que tu referais différemment? Je crois que je serais plus à l'écoute des autres. J'ai été très ambitieux, très prisonnier de mon ambition, et je fonçais sans beaucoup regarder les autres autour de moi. Et je pense que toute période, jusqu'à 50 ans, a été une période où j'ai réussi, où j'ai travaillé, mais sans doute je me suis pas assez intéressé aux gens que j'aimais. Parce que c'était là, parce que mon métier m'importait. Et ça, aujourd'hui, j'essaye d'être meilleur. Voilà. Une question pour rebondir là-dessus, c'est est-ce que tu penses, je ne sais pas si tu peux avoir cette réponse, que tu aurais aussi bien réussi si jamais tu n'avais pas eu cette concentration folle sur ton métier? Je te pose la question parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent, je pense, sont des personnes ambitieuses et parfois se posent des questions justement sur la place qu'ils doivent laisser, tu vois, au reste. Et en fait disent, c'est facile une fois que tu as réussi de dire que tu aurais pu faire différemment, mais est-ce que tu aurais réussi si jamais tu n'avais pas été aussi focalisé? Non, mais ce métier, comme beaucoup de métiers, c'est une obsession. C'est-à-dire que moi je pense à mon travail tout le temps, jour et nuit. Je me réveille la nuit, je prends des notes. Je dors pas bien d'ailleurs. Ou la méditation, mais dans la tête est remplie de, voilà, c'est une espèce de, mais aussi je crois j'ai une espèce de niaque, tu vois, que j'ai en moi, que tout le monde n'a pas forcément, donc je suis né avec ça, je pense, mais aussi ça s'est développé, mon cerveau s'est développé comme ça, quoi, toujours à trouver des idées, à avancer, à trouver la solution, à trouver comment financer ça, quoi, toujours, ma vie a toujours été comme ça.
quand vous êtes des médecins ou tu étais dans un autre trip, quoi. Ton métier, il est réglé tous les jours. Il travaille beaucoup autant que moi. Et Dieu sait que j'ai l'admiration folle pour les gens qui soignent, mais voilà, nous, on est en permanence, et tous les artistes, hein, à cause d'un ego un peu démesuré, où tous les jours, on doit réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois certainement être un petit peu comme moi aussi. On est tous obsédés par bien faire les choses. On est perfectionniste. Perfectionniste, c'est aussi un vrai défaut. Ça t'empêche t'es jamais content de rien. Moi, tous les livres qu'on m'amène, tous mes films, je ne vois que ce qui va pas. Je suis incapable de dire c'est formidable, c'est bien. Je dis merde, ça va pas. Voilà, c'est un défaut et une qualité qui est pas toujours facile pour les gens qui travaillent avec toi, mais voilà, mais en tout cas, j'essaye de m'améliorer. Voilà, j'essaye. Voilà. Je le sais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aurais changé d'avis? Voilà. Oui, par exemple, j'ai beaucoup changé d'avis sur les grosses entreprises avec qui je travaille aujourd'hui pas mal pendant le mécénat. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, pour changer le monde, il faut passer par les grosses boîtes. C'est pour ça que moi, j'ai pas peur. Je suis beaucoup attaqué là-dessus. J'essaye de bien le faire avec conviction, mais moi, je travaille avec LVMH, je travaille avec Total, j'essaye. Alors, je suis pas d'accord avec eux, bien sûr, mais j'ai changé d'avis. Je me suis aperçu que il n'y a pas d'un côté les méchants capitalistes et de l'autre côté les gentils écolos. On est tous dans nos contradictions et dans toutes ces grosses boîtes, il y a des gens qui ont envie de changer les choses. Et mon métier, c'est aussi de les faire changer. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'on change les choses par l'amour. Il faut aimer les gens, même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui font ce que tu n'aimes pas. C'est par la bienveillance. C'est complètement idiot ce que je vais dire et nunuche, mais je crois profondément que j'ai un regard beaucoup plus indulgent sur les gens qui m'attaquent, les gens qui m'insultent, ou les gens qui font quoi, parce que j'ai compris eux aussi sont enfermés dans quelque chose et ils sont pas plus cons que moi. Voilà. C'est à nous de nous retrouver et voilà. Et et t'as bien compris que c'est un énorme travail parce qu'il y en a un paquet de choses. Donc tu vois, c'est pas aujourd'hui que je vais arrêter, mais moi j'ai la chance incroyable, magnifique, de faire des films, de faire des livres sur des choses qui quelque part, alors je veux pas être prétentieux, c'est pas ça que je veux dire, mais essayer de changer le monde, quoi. Aujourd'hui, on est en train de faire un film sur les migrants après Woman et Human. On a des équipes qui vont tourner sur les migrants dans le monde entier. On travaille d'ailleurs beaucoup maintenant avec des gens sur place pour éviter les déplacements aériens. Mais les histoires que nous racontent les migrants, c'est incroyable, quoi. Est-ce que voilà, et moi je pense que l'aide d'autres migrants devrait être un droit fondamental. On devrait pouvoir vivre où on a envie de vivre. Pourquoi est-ce qu'on bloque les frontières, quoi? Donc c'est vraiment et tout ça te permet de voir le monde d'une façon différente. Et je pense que c'est par la rencontre. J'ai beaucoup, moi qui étais très agressif dans l'écolo, tu vois, en colère. Aujourd'hui, je suis devenu un colo, voilà, qui admet, qui comprend que même moi, je suis pas parfait, donc faut que je fasse avec. Et les autres, voilà, j'ai rien reproché aux autres. Enfin, voilà, et je pense que cette vision que j'ai, qui est assez particulière, je vais beaucoup attaquer là-dessus, mais je comprends qu'on m'attaque, mais c'est ma façon de voir. Je te remercie parce que je trouve ça extrêmement inspirant. C'est vrai que les activistes souvent peuvent avoir un côté légèrement sectaire, on va dire, ou veulent tellement faire changer les choses que du coup ils vont se battre contre ceux qui ne pensent pas la même chose. Et je trouve ça hyper intelligent ce que tu dis, que finalement c'est aussi en essayant de se mettre à la place des autres, en essayant de convaincre que tu vas réussir, en écoutant finalement c'est des personnes qui ne sont pas du même avis, tu vas réussir peut-être à plus les embarquer dans ton sujet. Le levier des entreprises est énorme. Ouais. C'est beaucoup plus facile pour une entreprise de prendre des décisions que pour un homme politique. Bien sûr. Un homme politique, il est dirigé par ses électeurs. Le PDG d'une boîte, si le PDG de la boîte a une conscience écolo véritablement inscrite, il peut transformer sa boîte, véritablement. Et je pense qu'aujourd'hui, plus ça ira, plus les jeunes vont refuser de travailler dans des boîtes qui ne sont pas des boîtes vertueuses, voilà, personne n'a envie de travailler chez Monsanto ou chez Bayer, personne n'a envie de le faire. Parce que vraiment, c'est des boîtes qui détruisent le monde. Et je pense que aujourd'hui, c'est que du marketing, en fin de compte. Et je pense que il n'y a pas très longtemps, j'étais dans je ne vais pas dire le nom de la boîte, mais dans une boîte une très grosse société où je parlais des énergies fossiles.
Je me suis fait insulter, pas insulter, mais attaquer en me disant ouais, l'écolo, il y en a marre. Nous, on fait vivre des milliers de personnes, on soigne le monde et tout. Et je leur ai dit, écoutez, c'est une boîte qui est pas très populaire. Est-ce que vous pouvez me dire qui a des enfants? Et ils ont tous levé la main. Je dis maintenant, répondez-moi franchement, avec sincérité, quels sont ceux dont leurs enfants leur reprochent de travailler dans cette boîte? Ils ont pratiquement tous levé la main. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà qu'aujourd'hui, on doit travailler dans des boîtes où on est fier de faire ce qu'on fait, on est fier de faire avancer le monde, et qu'on peut travailler dans toutes les boîtes du monde qui nous paraissent les plus épouvantables. On doit se transformer et changer. Voilà, et c'est et voilà. Enfin, je vais pas, mais c'est pas pour ça que je vais accepter les marchands d'art. mais quelque part, je pense qu'on a tous le devoir, la mission de changer. Un gars qui fait de l'armement, il peut changer sa boîte et faire autre chose. Voilà, il peut être plus utile au monde que faire des. Je sais pas quel plaisir, même pas plaisir, mais quand on se couche le soir et qu'on fabrique des armes pour tuer des autres, comment on dort, quoi? Comment est-ce qu'on peut faire? Quel est ton sens de la vie, de travailler, de fabriquer des missiles pour tuer des gens? Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et je ne comprends pas que ce soit pas que ce que je ressens moi, qu'on le ressent pas tous. Voilà. Quelque part, ça, c'est un échec et peut-être une espèce de incompréhension du monde que j'ai profondément, que j'ai du mal un peu à passer par au-dessus. Donc, toi, j'ai pas encore tout compris. Heureusement, sinon la vie serait plus drôle. Et la dernière question pour toi, Yann, c'est est-ce qu'il y a un livre, je suis littéraire de formation, alors j'aime bien cette question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué? Alors ça peut être l'un des tiens, bien sûr, mais ça peut être aussi un livre qui, toi, t'a inspiré, qui t'a peut-être même transformé, qui t'a fait prendre conscience de quelque chose dont tu pourrais me parler, que tu pourrais recommander? Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, que je lis souvent, qui est une écrivaine formidable. Et c'est une écrivaine russe qui vit en Biélorussie, qui a écrit et qui fait des interviews. Enfin, c'est un peu comme Human, ce qu'elle fait. Elle a le prix Nobel de littérature il y a 3 ans. Elle a fait ce livre qui s'appelle La Supplication, qui est pour moi un des plus beaux livres du monde. Voilà, Supplication, voilà. Elle s'appelle Slevana Alexievitch. Voilà. Slevana Alexievitch. Et c'est pour moi, elle a écrit un livre sur la guerre et les femmes. Elle a écrit un livre sur les cercueils de plomb, sur les soldats qui partent en Afghanistan, croyant sauver le monde agricole et qui sont revenus dans des cercueils de zinc devant leur maison. Elle a eu un procès, elle a été attaquée. Elle est très très courageuse et c'est pour moi peut-être. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que les gens qui m'intéressent sont les activistes. Et en parlant d'art contemporain, hier soir, je discutais. Il y a une exposition chez Cartier en ce moment d'une femme aborigène extraordinaire qui a commencé à peindre à 80 ans des tableaux gigantesques. Et je parlais avec une de mes amies qui m'emmenait là-bas. Et en fin de compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est les artistes contemporains engagés. Et on me dit, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais moi, j'en vois pas beaucoup. J'en vois pratiquement pas. Et en cherchant sur Internet hier soir, j'ai trouvé un Jérôme Bel, qui est un chorégraphe, qui a décidé de plus prendre l'avion, qui s'est dit, voilà, et qui s'est mis en danger, qui a mis son ballet en danger, qui a un radicalisme. Et je pense qu'on manque de cet radicalisme aujourd'hui, de gens exemplaires qui sont capables de, voilà. Et c'est les gens que j'admire. Et quand je vois des gens comme ça, et elle, Slevana, c'est une fille engagée, quoi. Elle parle d'amour, elle parle d'émotion, elle parle des gens, quoi. Et en fin de compte, il y a que ça qui m'intéresse. Je ne lis pas de romans, je lis plus que des biographies ou des rapports. Voilà, j'ai envie d'écouter la vie des gens, quoi. C'est ce qui m'intéresse. Et donc voilà, ce livre, La Supplication. Il y en a beaucoup d'autres livres, mais et il y a un auteur aussi que j'aime bien, c'est Jim Harrison, qui est vraiment, mais qui est des romans par contre. Voilà, un livre que je relis souvent, le chemin du retour, le retour. Mais vraiment, en fin de compte, les gens qui m'intéressent sont les gens engagés, les gens qui donnent du sens à leur vie et qui font avancer les choses. Le plaisir seul ne me suffit plus, ne me suffit pas. Je comprends. Écoute, Yann, je te remercie 1000 fois. Alors, je terminerai peut-être juste par te dire que si tu aimes les artistes engagés dans un autre domaine, je ne sais pas si tu as lu l'autobiographie de Orlan, cette artiste plasticienne qui a modifié son propre corps, en fait, pour la cause des femmes, qui est du coup assez radicale, justement, dans son engagement, puisqu'elle s'est quand même
complètement transformé, si tu veux, et qu'elle doit le vivre au quotidien. Et je trouve que dans la démarche, si tu veux, de radicalisme, d'engagement, c'est assez intéressant. Je la connais un petit peu. Oui. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, je te remercie 1000 fois pour ce moment. C'était évidemment passionnant. Alors, je redirigerai vers les livres que tu m'as évoqués. Rewild, je mettrai le lien évidemment. Dans les... Mais ce petit film qu'on a fait à Brazzaville, c'est incroyable cette histoire. Human Non, Human, bien sûr, Human, Woman, Legacy. Ouais. Je ne sais pas si les liens sont... Moi, j'essaie toujours de faire des films libres de droit, ouais. Mais Legacy, c'est un peu compliqué. Et si les gens veulent qu'ils m'envoient, tu prends mon mail Yann 2 et je leur enverrai un lien. Comme ça, on dira rien au distributeur. Mais, j'ai fait un film que j'aime beaucoup. Il se trouve qu'un jour, en faisant un sujet au Congo sur l'eau, on a été photographier ces énormes barges incroyables qui sont sur la rivière Congo, qui est la deuxième rivière du monde, qui est gigantesque. Et je suis tombé sur un petit orphelinat, une petite maison avec 50 gosses. Et je suis rentré là-dedans, je suis sorti en pleurs de voir ces enfants qui n'avaient rien et qui vivaient ensemble d'une façon tellement heureuse. Et j'ai fait ce petit film qui s'appelle Voyage à l'essentiel, qui est pour moi ça résume en fin de compte ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais montrer. Et ce qui est drôle, parce que il y a des gosses qui est là, qui s'appelle Yves, qui on est resté, alors avec des amis, on a créé une association avec une dizaine de copains, on verse de l'argent tous les mois, on a même créé une maison pour quand les gosses sortent de l'orphelinat, ils peuvent continuer leurs études, sinon les filles tombaient enceintes, travaillaient. Et il y avait un gosse qui s'appelait Yves, qui est dans le film, qui est très émouvant, et il rêvait d'être pilote d'avion. Alors, il me dit, oui, parce que tous les gosses là-bas, on se parle par WhatsApp, hein, et il me dit, j'aimerais bien être pilote d'avion. Je me suis dit, le gosse au Congo, le niveau des études doit pas être très fort. Et mes copains disent, non, il faut essayer et tout. Donc, on lui fait faire un stage à Pointe-Noire. Il a été très, très bien dans une compagnie d'aviation. Après, il a passé son brevet du LM d'avion. Il est venu en France. Ce gosse, il est 5e de sa promotion. Ah. Il vit chez moi et il est devenu comme mon fils, quoi. Il est avec mes enfants, mes petits-enfants. Et c'est ces histoires-là que j'aime, quoi. Tu vois, je me dis, en fin de compte, je trouve qu'on a toujours été très impliqué dans les réfugiés. Bon, pas encore une histoire, mais on s'intéresse beaucoup aux réfugiés. Et donc, depuis très longtemps. Et donc, on aide beaucoup de réfugiés. Et donc, en fin de compte, c'est pour ça que tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu donnes, eh bien, tu le reçois 100 fois plus, quoi. Et c'est vraiment... je répète, plus on donne, plus on reçoit. Et moi, j'ai beaucoup reçu dans ma vie. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Peut-être ça me permettra de mourir avec le sourire. Écoute, c'est un merveilleux mot de la fin. Donner sans espérer recevoir quelque chose, mais en le recevant, en fait, en réalité, au centuple. Je te remercie pour ces mots de sagesse, Yann. Je te remercie pour ton temps. J'invite évidemment toutes les personnes qui nous écoutent à aller regarder les liens que je vais mettre pour te suivre et pour regarder tous ces merveilleux films, en plus de tes photos et des livres qu'on connaît. Et puis, je te dis certainement à très bientôt. Puis alors, il y a aussi la Fondation Good Planet, il ne faut quand même pas oublier. Tout à fait. On a créé un endroit à Paris qui est gratuit, ouvert à tous, du mercredi au dimanche, qui est un endroit où c'est un petit château que nous a prêté la ville de Paris, où nous avons un escape game sur le carbone, nous avons des conférences, on a une école de cuisine, on a des ruches où on explique la vie des abeilles, on a même des bateaux de réfugiés. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que on a 350 bénévoles qui sont inscrits, avec bien sûr les gens de la Fondation, et ça donne à cet endroit une espèce de côté très bienveillant. Ces gens qui ont envie de faire, envie de donner, qui sont là pour rendre service. Donc je vous conseille, si vous allez à Paris, d'aller voir la Fondation Good Planet qui est dans le Bois de Boulogne. Eh bien, je noterai également Good Planet. Merci 1000 fois, Yann, et à bientôt.